Une nouvelle de Jack Vance, Personne déplacée. Une vieille bûcheronne qui cueillait des champignons dans la partie supérieure de la fourche nord de Kreuzberg leva les yeux et vit les étrangers. Ils avançaient en tâtonnant au sein des fougères, les bras en avant, dardant des regards d'un bleu laiteux aussi clair que des coquilles de clams. Lorsqu'ils atteignaient des mares de lumière, ils hurlaient de douleur et prenaient à deux mains leurs crânes dénudés, des crânes aussi blancs que l'ivoire et striés de veines, bleu pâle. La vieille femme resta figée sur place, sa respiration lui écorchant la gorge. Elle recula en trébuchant, évitant de peu la chute à quelques pas, ses jambes se dérobant sous elle pour la soutenir au tout dernier instant. Les êtres étranges firent une halte hésitante pour tenter de percer du regard la lumière crue du soleil et les ombres vert sombres. La femme prit une inspiration, pointa l'hystérie, tourna les talons et s'enfuit sur ses vieilles jambes noueuses. Une centaine de mètres plus bas, elle atteignit un sentier et recouvra l'usage de sa voix. Elle courut, poussant des hurlements étranglés, des cris rauques, sans cesser de faire des embardées. Elle courut jusqu'au moment où elle atteignit une chapelle qui bordait le chemin. Elle se laissa alors tomber sur le sol pour halter des prières et des supplications frénétiques. Deux bûcherons en culottes de cuir et vieilles vestes noires gravissaient le sentier qui montait à Tedratz. Ils fixèrent la vieille femme, à la fois intriguée et amusée. Elle parvint avec difficulté à se mettre à genoux, puis elle désigna du doigt le haut du sentier. « Les démons de l'enfer, ils sortent des entrailles de la terre, emplis de malveillance, je les ai vus de mes yeux. »« Allons, dit avec indulgence le plus vieux des bûcherons, vous avez bu un coup de trop, il est sacrilège de parler ainsi devant un lieu consacré au Seigneur. »« Et je les ai vus, hurla la vieille femme. Nus comme des vers et blancs comme du saindoux, ils couraient vers moi en agitant leurs bras. Ils réclamaient mon âme. Avaient-ils des cornes et une queue ? Demanda facétieusement le plus jeune. Vous ont-ils piqué avec des fourches cinglées de leurs fouets ? Ah, espèce de vaurien, vous riez, vous gaussez d'une vieille femme. Montez là-haut et voyez par vous-même. C'est à 500 mètres seulement, on verra si vous vous moquerez de moi ensuite. Allons, dit le premier, peut-être que quelqu'un a voulu jouer un mauvais tour à cette vieille femme. Si c'est le cas, on va lui apprendre à vivre. Ils s'éloignèrent sans hâte et disparurent parmi les sapins. La vieille femme se releva et se mit à clopiner aussi vite que possible en direction du village. Il y eut 5 minutes de silence. Puis elle entendit soudain des bruits de pas précipités. Les deux hommes dévalaient le chemin à toute allure, au risque de se casser le cou. « Alors ?» demanda-t-elle d'une voix chevrotante. Mais ils passèrent devant elle sans répondre et pénétrèrent dans Tedratz en poussant de grands cris. Une demi-heure plus tard, 50 hommes armés de carabines et de fusils de chasse s'engageaient prudemment sur le sentier avec leurs chiens. Ils laissèrent bientôt la chapelle derrière eux et les chiens commencèrent à tirer sur leurs laisses et à gronder. « Par là !» murmura le plus âgé des deux bûcherons. Ils escaladèrent le talus, contournèrent les sapins, traversèrent des clairières baignées de soleil et d'ombres embaumées. D'une gorge rocheuse s'élevaient d'étranges voix tristes qui se mêlaient au clair murmure d'un torrent glacial. Les chiens grondèrent et gémirent. Les hommes avancèrent et regardèrent dans le pré. Les étrangers étaient agglutinés sous une corniche faiblement crochetée au sol. « Quelles horribles choses !» siffla soudain l'homme de tête. « On dirait d'énormes doryphores !» Il leva son arme, mais un autre membre du groupe détourna le canon. « Pas encore. Inutile de gaspiller de la poudre. Laissons plutôt les bêtes s'en charger. Si ce sont bien des démons, leur vengeance ne pourra pas s'abattre sur nous. » L'idée avait du bon. Ils lâchèrent les chiens qui s'élancèrent remplis de haine. Les ombres devinrent le théâtre d'un amalgame de fourrures, de crocs et de chair blanche agitée de soubresauts. Un des hommes bondit en avant, la voix grosse de rage. « Regardez, ils ont tué Tup, mon bon vieux Tup !»
Il leva son arme et tira, ce qui eut pour effet de déclencher une fusillade nourrie. Bientôt, tous les étrangers furent anéantis, tués d'une façon ou d'une autre. Le souffle court, les hommes ramenèrent leurs chiens et se penchèrent sur les cadavres. Du bon travail, que ce soit n'importe quoi, hommes, animaux ou démons, déclara Johann Kirchner, l'aubergiste. Mais voilà la question, de quoi s'agit-il? A-t-on déjà vu pareille créature? Étranges événements pour cette terre, étranges événements pour l'Autriche. Les hommes fixaient l'enchevêtrement livide de corps. Il en restait toutefois à une distance respectueuse et à présent, toute impression de danger dissipé commençait à éprouver un certain malaise. Le vieil Aloïs, le boulanger, se signa et scruta furtivement le ciel avant de marmonner quelques paroles qui faisaient référence à l'Apocalypse. Franz, l'athée du village, avait quant à lui sa réputation à soutenir. Des démons ne sauraient succomber si facilement à des morsures de chiens et à des chevrotines, affirma-t-il. Il doit plutôt s'agir de réfugiés qui ont fui la zone russe, après avoir subi des tortures et des expériences. Heinrich, le communiste du village, fit remarquer avec colère que non loin de là, à Innsbruck, se trouvait le grand camp d'internement américain et qu'il devait avoir sous les yeux les effets du Coca-Cola et des comic books sur des Autrichiens normaux. « Absurde !» aboya un autre homme. « Aucun Autrichien né d'une femme n'a jamais possédé une telle tête, de tels yeux, une telle peau. Non, ces créatures sont autre chose. Des salamandres. »« Oh, des zombies !» murmura quelqu'un d'autre. « Des cadavres surgis du royaume des morts !» Aloïs leva la main. « Silence !» Voilà que le ravin s'emplissait d'un bruissement de pas feutrés, sans but précis et d'un pitoyable concert de gémissements. Les hommes s'accroupirent dans les ombres. Des silhouettes apparurent le long de la crête, formes voûtées gauches qui avançaient à tâtons reculant devant les mares de lumière. Les armes claquèrent, crachèrent du métal, et de nouveau les chiens furent lâchés. Ils s'élancèrent par bonds sur la paroi escarpée et disparurent. Gravissant la pente derrière eux, en haletant, les hommes atteignirent la base d'une haute falaise en surplomb, devant laquelle ils s'arrêtèrent net. Suite à un effondrement, une ouverture apparaissait au pied de la paroi verticale. Des silhouettes vagues, aux yeux pâles, obstruaient la brèche. Elles vacillaient, résistaient faiblement, puis avançaient centimètre par centimètre, pas à pas. « De la dynamite !» crièrent les hommes. « De la dynamite, de l'essence, qu'on flambe tout ça !» Ces mesures ne devaient jamais être prises. Le commandant de la garnison française d'occupation arriva sur ces entrefaites avec 3 pelotons. Il contempla la fissure, les visages à la pâleur d'huître, les yeux couleur de nacre, et leva les bras au ciel. Puis il dicta un court message destiné au quartier général d'Innsbruck et ordonna aux villageois de ranger leurs armes et de quitter les lieux. Ces derniers se retirèrent de mauvaise grâce. Les soldats français magnifiques en short bleu ciel prirent précautionneusement position et à l'aide d'une ceinture de barbelés installée en hâte, entourèrent les troglodytes de la zone qui s'étendait juste devant la fissure. L'édition du 18 avril de l'Innsbruck Courier fit paraître un entrefilet sceptique. Une étrange tribu d'ermites qui vivrait dans une grotte du Kreuzberg, à proximité de Tedratz, a été signalée aujourd'hui. Les habitants de la région manifestent la stupéfaction la plus profonde. La gendarmerie de Tedratz enquête, assistée par des unités de la garnison française. Un compte-rendu moins circonspect fut retransmis par les services télégraphiques. Innsbruck, 19 avril. Une étrange tribu a fait son apparition dans les replis du Kreuzberg, près d'Innsbruck, dans le Tyrol. Selon divers témoignages, ses membres seraient aveugles, dépourvus de toute pilosité et parleraient un langage incompréhensible. Selon des rapports officieux, les troglodytes auraient été attaqués par les habitants terrorisés du village avoisinant de Tedratz et auraient été repoussés dans leur grotte après avoir opposé une forte résistance. Les troupes françaises d'occupation ont isolé tout le Kreuzertal. Le porte-parole du colonel Courtin refuse de confirmer comme de démentir les rumeurs concernant l'apparition de ces troglodytes. Pourquoi les troupes françaises d'occupation intervenaient-elles dans ce qui ne semblait qu'un désordre de type civil? Une colonie secrète de criminels de guerre? Peu probable. Et donc,
une race mystérieuse de troglodytes. Il s'agissait de toute évidence d'un canular. Alors quoi ? Cette affaire pouvait se développer ou tourner court. En tout cas, le 19 avril, en fin d'après-midi, un convoi de 4 véhicules gravit le Kreuzertal. À leur bord se trouvaient des journalistes, des photographes et un membre de la commission des minorités des Nations Unies qui s'était trouvé par hasard à Innsbruck. La route de Tedratz serpentait entre de grasses prairies, des forêts de contes de fées, des petits villages alpins, tandis que la bosse massive et enneigée du Kreuzberg s'élevait de plus en plus haut, dans le ciel. À Tedratz, le groupe mit pied à terre et gravit le sentier à présent célèbre pour se heurter presque aussitôt à un barrage tenu par des soldats français. Sur présentation de leur coupe-fil, les photographes et les journalistes reçurent la permission de poursuivre leur chemin, alors que le délégué de l'ONU, qui n'avait pas de sauf-conduit, était poliment prié de rebrousser chemin par le sous-officier responsable du barrage. « Mais je suis un représentant des Nations Unies !» s'écria le délégué scandalisé. « Possible. Cependant, vous n'êtes pas journaliste, j'ai des ordres très stricts. » Et le délégué en colère fut prié de bien vouloir attendre à Tedratz qu'on puisse informer le colonel Courtin qui se trouvait au camp. Le mot déclencha une vive réaction chez l'officiel. « Au camp ? Comment cela ? Je croyais qu'il n'y avait qu'une grotte, une simple cavité dans le flanc de la montagne. » Le sous-officier haussa les épaules. « Monsieur le délégué est libre d'en tirer les conclusions qu'il voudra. » Un simple soldat fut détaché comme guide. Journalistes et photographes entamèrent l'ascension du sentier, tandis que la clarté jaunâtre de l'après-midi tombait obliquement entre les sapins. Ils formaient une troupe joyeuse au sein de laquelle répartis et bons mots étaient librement échangés. Enfin, le groupe s'essouffla. Le sentier était abrupt, et tous ces grimpeurs improvisés et hors de forme. Ils s'arrêtèrent près de la chapelle pour reprendre haleine. « Encore loin ?» demanda un photographe. À travers les sapins, le soldat désigna du doigt un haut contrefort de granit. « Plus trop, vous pourrez bientôt voir. » Ils se mirent en route et passèrent presque aussitôt devant un peloton de soldats qui déroulaient un fil barbelé d'un arbre à l'autre. « Ils mettent en place la 3e extension », leur expliqua leur guide par-dessus son épaule. « Chaque jour, il en sort de nouveau, c'est... » Il choisit son mot. « Impressionnant ». La gaieté disparut brusquement, ainsi que les échanges de boutades. Les journalistes scrutaient les bois, conscients de la soudaine fraîcheur du soir. Arrivés au camp, ils furent conduits auprès du colonel Courtin, un petit homme bouillant d'excitation qui fit un large geste circulatoire du bras. « Mes amis, là se trouve ce que vous êtes venus voir, regardez bien, car c'est par vos yeux que l'humanité découvrira ce qui se passe ici. » Ils fixèrent la scène durant 3 minutes et échangèrent des commentaires à voix basse, tandis que le colonel Courtin se balançait sur ses orteils. « Combien sont-ils » demanda une voix craintive. « 20 000 et ils sortent de plus en plus vite. » Il se dressa sur la pointe des pieds et désigna la faille du doigt. « C'est incroyable, comment pouvaient-ils tenir là-dedans ? Et il en sort toujours. » Tels ces objets que les magiciens font jaillir de leur haute forme. Mais est-ce qu'ils mangent ? Courtin écarta les bras. Est-ce à moi de m'en inquiéter ? Je ne leur fournis aucune nourriture, je n'en dispose pas, mon budget me l'interdit. Mais je suis un homme compatissant, si vous voulez vous donner la peine d'observer, vous constaterez que j'ai fait tendre des bâches afin de les protéger de la lumière du soleil. Avec une peau pareille, ils doivent y être sensibles, n'est-ce pas ? Sensibles. Sa clarté les brûle comme du feu. Étrange, ils ne semblent éprouver aucun intérêt pour ce qui se passe autour d'eux. Ils sont hébétés, mon ami, hébétés, aveuglés, totalement désorientés. Mais qui sont-ils ? Ça, mon ami, c'est une question à laquelle je suis totalement incapable de répondre. Les journalistes recouvrèrent leur sang-froid et balayèrent l'enclos d'un regard impassible, soigneusement étudié pour signifier « Nous avons déjà vu tant de choses étranges que plus rien ne peut nous surprendre. »
Je suppose que ce sont des êtres humains, dit l'un d'eux. Naturellement. D'autres questions? Ce n'est pas ce qui manque. Mais d'où viennent-ils? De l'Atlantide, du pays d'Oz? Vous plaisantez, répondit le colonel Courtin sur un ton de reproche. C'est une affaire sérieuse, mes amis. Qui sait jusqu'où cela ira? C'est la question la plus importante, colonel. Au fait, c'est l'enfant de qui? Je ne comprends pas. Qui se porte responsable d'eux? La France? Non, non, protesta l'officier. Vous ne pouvez pas m'attribuer une pareille déclaration. L'Autriche, alors? Il haussa les épaules. Le peuple autrichien est pauvre. Peut-être. Mais bien sûr, ce n'est qu'une supposition. Peut-être que votre grand pays acceptera une fois de plus de partager ses richesses. Peut-être, peut-être pas. Celui d'entre nous qui aurait son mot à dire sur ce sujet a été renvoyé à Tedratz. Je parle du type qui appartient à la commission des minorités. Cette histoire chassa tout autre titre de la une des journaux et y occupa chaque jour une place de plus en plus importante. Extrait de dépêche. Innsbruck, 23 avril. Le miracle de Kreuzberg laisse le monde perplexe. Aujourd'hui, un nombre record de troglodytes a franchi la faille, ce qui porte leur population en surface à 46 000 individus. Extrait de la rubrique Apparition simultanée Science d'aujourd'hui de Ralph Dunstapple, à la date du 28 avril. Le monde scientifique est en effervescence suite à la controverse suscitée par l'apparition des troglodytes. Selon la théorie la plus reprise, les trogs seraient des descendants d'hommes des cavernes des ères glaciaires qui auraient été contraints de se réfugier sous la surface du globe par le mur de glace en progression. D'autres hypothèses, plus ou moins scientifiques, évoquent les tribus perdues d'Israël, la 4e dimension, l'Armageddon et les expériences nazies. D'autre part, les experts en linguistique font état de certains progrès dans leurs efforts pour comprendre le langage des trogs. Le docteur Allen K. Mendelssohn, de l'Institut de recherche avancée de Princeton, porte-parole du groupe de chercheurs, classe la langue trog parmi les agglutinantes, présentant une vague parenté possible avec la langue basque, parenté si ténue, en fait, qu'il faut la considérer comme simple spéculation. Il convient d'ailleurs de dire que nous sommes notablement divisés sur ce point, à signaler au passage que les trogs ne disposent d'aucun mot pour les signifier soleil, lune, combat, oiseau, animal, ainsi que pour une multitude de concepts qui peuvent nous paraître évidents. Cependant, nourriture et champignons correspondent à un même vocable. Extrait du New York Herald Tribune. Les trogs, des humains selon les savants. Possibilité de métissage par Molly Lemon. Milan, 30 avril. Les trogs sont physiologiquement identiques aux humains qui vivent à la surface de notre globe et des relations sexuelles entre hommes et trogs pourraient se révéler fécondes. Telle est l'opinion qui a été émise par un groupe de médecins et de généticiens lors d'un sondage informel que j'ai effectué hier à la clinique génétique de Milan, où on examine un groupe de trogs. Extrait de l'Histoire des trogs, chronique quotidienne à parution simultanée d'Arlan B. Temple, le 30 avril. Aujourd'hui, j'ai vu le 100 millième trog s'extraire des entrailles des Alpes. Partout dans le monde, c'est la même question. Quand cela va-t-il s'arrêter? Cette migration, gigantesque sans précédent depuis l'époque d'Alaric le Goth, semble à présent s'accélérer. 2 nouvelles failles se sont ouvertes dans le Kreuzberg. Les trogs affluent à l'extérieur en rangs serrés, offrant des visages laiteux et Dieu seul sait avec quelles intentions. Les camps, ils sont à présent au nombre de 6, reliés entre eux comme des nœuds sur une corde, s'étendent à flanc de colline et dans le Kreuzertal. Les bâches tendues au sommet des arbres donnent à la montagne, lorsqu'on la regarde depuis une certaine distance, l'aspect d'une pelouse sur laquelle des mouchoirs auraient été mis à sécher. Dans le domaine de l'approvisionnement en nourriture, la situation s'est considérablement améliorée depuis ces 3 derniers jours grâce
aux efforts de la Croix-Rouge et de la FAO. La ration de base se compose d'une bouillie de riz, de blé, de millet ou toute autre céréale, à laquelle on ajoute des carottes, des légumes verts, des œufs déshydratés ainsi que des vitamines. Les trogs semblent bien s'emporter. On ne peut pas dire que les trogs constituent une race noble, éclairée ou même simplement engageante. Leur niveau culturel est incroyablement bas. Ils ne possèdent aucun outil, ne portent ni vêtements ni ornements. Il faut toutefois reconnaître leur pacifisme et leur douceur. Je n'ai jamais assisté à une querelle ni vu un trog réagir autrement que par une obéissance passive. Ils continuent de sortir par centaines et par milliers du flanc de la montagne. Qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi? Fuit-il un Attila souterrain, quelque Staline infernal? Les spécialistes qui ont étudié la langue trog restent muets, mais j'ai appris de sources bien informées qu'un rapport doit paraître d'ici demain ou après-demain. Rapport à la date du 4 mai de Vigi Endelman, coordinateur du comité des anthropologues réunis devant l'Assemblée des Nations Unies. Je vais vous faire part des conclusions auxquelles est parvenu ce comité d'études. Les méthodes et raisonnements qui nous ont conduits à ces conclusions sont indiqués dans l'appendice de ce rapport. Un examen préliminaire de la langue des troglodytes a convaincu la majorité d'entre nous que les trogs sont probablement les descendants d'hommes des cavernes européens qui, par choix ou par nécessité, se sont installés sous terre il y a de cela entre 50 000 et 200 000 ans. Les trogs que nous découvrons à présent résultent de l'évolution et de la mutation. Ils représentent l'adaptation de l'espèce aux conditions de vie particulières qui ont été les siennes. Il appartient, sans conteste, à l'espèce Homo sapiens avec une boîte crânienne d'une capacité sensiblement égale à celle de ces humains de la surface. Durant nos entretiens avec les trogs, nous nous sommes efforcés de déterminer la raison de leur migration. Aucun trog ne s'est montré particulièrement explicite à ce sujet, mais nous avons pu déduire que les vastes grottes habitées par ce peuple, frappées par une convulsion volcanique, sont progressivement envahies par la lave. Si c'est le cas, les trogs doivent être considérés comme des personnes déplacées. Dans leur environnement précédent, les trogs subsistaient grâce à des cultures de champignons qui poussaient dans des rizières peu profondes, fertilisées par leurs propres déchets, du charbon finement pulvérisé et réchauffé par la chaleur volcanique. Ils ne comprennent pas le concept de temps comme nous le faisons. Ils ne possèdent plus que des bribes insignifiantes de traditions du passé et sont incapables de concevoir un avenir plus lointain que la minute à venir. Étant donné qu'ils ne vivent qu'au présent, ils n'attendent, n'espèrent, ne redoutent rien, pas plus qu'ils ne pensent à ce qui pourrait leur arriver. En dépit de leur déficience sur le plan culturel, les trogs semblent posséder une intelligence innée non négligeable. La Commission estime qu'un enfant troglodyte élevé dans l'environnement ordinaire de la surface et pourvu d'une éducation comparable à celle des autres enfants pourrait devenir un citoyen de valeur impossible à différencier de tout autre être humain, sinon bien sûr par son aspect. Extrait du discours prononcé par Porfirio Hernandez, délégué du Mexique devant l'Assemblée de l'ONU le 17 mai. Nous avons trop longtemps ignoré ce problème. Loin d'être un sujet de curiosité scientifique ou un phénomène bizarre, c'est un problème profondément humain qui se pose à nous, un des plus importants de notre époque, et nous devons agir en conséquence. Les trogs sortent de terre à une rapidité sans cesse croissante. Le Kreuzertal, ou vallée du Kreuzer, est submergé de trogs, comme s'il s'agissait d'un raz de marée. Nous avons entendu des rapports officiels, nous avons délibéré, nous avons solennellement fait beaucoup de bruit, mais le fait est que personne n'agit. Ce peuple, il faut considérer ces gens comme un peuple, doit être installé quelque part et de façon définitive. Nous devons le mettre en état de subvenir à ses propres besoins. Il nous faut saisir le taureau par les cornes, faute de quoi nous manquerions à tous nos devoirs.
Extrait du discours prononcé par Sir Leandras Chandriyasam, délégué de l'Inde, le 19 mai. Mon estimé collègue du Mexique a prononcé des paroles courageuses. Il a fait montre d'un humanitarisme qui est sans conteste extrêmement louable. Mais il ne propose aucun programme constructif. Puis-je demander combien de drogues sont arrivées à la surface et dont il faudrait en conséquence s'occuper? Le dernier chiffre publié n'est-il pas proche d'1 million? J'aimerais faire remarquer que pour ce qui est de l'Inde, seuls 5 millions de personnes meurent chaque année de malnutrition et de maladies évitables. Mais nul ne se lève dans cette assemblée pour réclamer une croisade internationale destinée à venir en aide à ces infortunées victimes de la nature. Non, c'est pour cette race étrange, à qui nul ne doit rien et qui n'a apporté aucune contribution à la civilisation de notre planète, que vos cœurs s'émeuvent et que les cordons de vos bourses sont prêts à se délier. Je vous le demande, n'est-ce pas là une situation pour le moins paradoxale? Extrait du discours prononcé par le docteur Karl Bjernistad, délégué de l'Islande le 20 mai. L'émotion de Sir Leandras Chandriyasam est fort compréhensible, mais j'aimerais lui rappeler que les ruelles de l'Inde grouillent de millions et de millions de vaches et de singes prématurément sacrés, qui mangent ce qui leur plaît, ou ça leur plaît, soit une quantité de nourriture qui permettrait sans doute de maintenir en vie 5 millions d'individus. Les famines endémiques de l'Inde pourraient, je crois, être soulagées si les autorités se débarrassaient de ces parasites et par étapes rendaient les nouvelles cliniques de contrôle des naissances plus populaires grâce à une imposition sur les enfants, par exemple. Le gouvernement indien, s'il veut bien user de méthodes énergiques, dispose donc du moyen de faire front à ce terrible fléau. Les drogues, par contre, se trouvent dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit. Ils sont comme des nouveau-nés lâchés dans un monde où même la lumière bienfaisante du soleil leur est fatale. Extrait du discours prononcé par Porfirio Hernandez, délégué du Mexique le 21 mai. On m'a mis au défi de proposer un programme constructif pour régler le problème posé par les drogues. J'estime que comme principe actif, chaque État membre de l'ONU doit accepter d'accueillir sur son territoire un nombre de drogues proportionnel à son revenu national, à ses ressources, à la densité de sa population. Il faudrait naturellement que le 10% soit calculé avec soin. En conséquence, je demande au président de cette assemblée de nommer un comité et de lui donner pour instruction de préparer une telle recommandation, le rapport de ce comité devant être déposé sous 2 semaines. Proposition repoussée par 35 voix contre 20. L'histoire des drogues, 2 juin, par Harlan B. Temple. Qu'importe le nombre de fois où je me suis promené dans la vallée des drogues, primitivement le Kreuzertal. J'éprouve chaque fois une profonde impression de stupéfaction et de crainte. Le nombre de drogues est à présent bien supérieur à 1 million, et ils sortent au rythme de plusieurs milliers par heure. Et partout, j'entends la même question. Où cela va-t-il s'arrêter? Supposez que la Terre soit une espèce de ruche et qu'à l'intérieur les drogues soient plus nombreux que les humains de la surface. Tôt ou tard, nos structures s'effondreront. D'autres drogues surgiront, plus de drogues qu'il est en notre pouvoir de nourrir. Dans une certaine mesure, ce que nous avons mis sur pied s'écroule déjà. Les troglodytes reçoivent au moins un repas par jour, mais ils manquent de vêtements et nous ne pouvons leur fournir assez d'abris. Chaque jour, ils meurent d'isolement par centaines. J'ai appris que le slogan « Vos vieux vêtements pour les drogues » n'avait pas eu, et de loin, l'effet escompté. Je trouve cela difficile à comprendre. N'existe-t-il aucun sentiment de solidarité ou de sympathie envers ces êtres, simplement parce qu'ils ne ressemblent pas à des boys et des girls de revue? Extrait du Christian Science Monitor. Adoption d'un projet controversé sur les drogues par l'Assemblée de l'ONU. New York, 4 juin, par 35 voix contre 20. Un résultat inverse à celui du premier vote sur cette mesure.
L'Assemblée de l'ONU a adopté hier la proposition du représentant mexicain Hernandez de réunir un comité chargé de recommander une répartition des drogues entre les États membres selon des pourcentages soigneusement étudiés. L'analyse des votes fait ressortir que le bloc communiste s'est joint aux États-Unis et au Commonwealth britannique pour s'opposer à cette mesure, sans doute en raison du fait que ces pays se verraient attribuer le plus grand nombre de drogues. Tracts distribués lors d'une réunion du Parti pour un Reich socialiste néo-nazi à Brême, Allemagne de l'Ouest, le 10 juin. Une nouvelle menace, camarades. Il a fallu une guerre pour débarrasser l'Allemagne de la domination juive. Devons-nous à présent accepter une invasion de la troglodyte? Toute l'Allemagne répond non. Toute l'Allemagne crie « Défendons nos frontières contre ces taupes dénuées de raison. Envoyez-les en Russie. Envoyez-les dans les déserts de l'Arctique. Laissez-les regarder leurs terriers. Laissez-les périr. Mais protégez le Vaterland. Protégez l'auguste sol germanique. » Réunion dispersée par la police, tract saisi. À suivre.